Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui. C'est vous, docteur Marc Even, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch à Suresnes et cofondateur des centres Point Gyne. Alors justement, dans ces centres dédiés aux femmes, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Alors merci pour l'invitation. Les centres Point Gyne, c'est des centres dédiés à la santé de la femme que j'ai cofondés avec les docteurs Frédéric Isnard et Jérôme Boisise. Aujourd'hui, une femme n'a pas besoin, dans son suivi, voir son gynéco ne suffit pas. Elle doit avoir recours à un ensemble de professionnels de santé. C'est pour ça qu'on a créé ces centres qui vont regrouper des médecins, mais aussi des praticiens paramédicaux qui vont proposer une prise en charge globale et multidisciplinaire aux patientes. Mais adapté à la femme, pas à la femme. Ouais, mais moi, j'aimerais savoir qui sont ces multidisciplinaires, par exemple. Alors, qui sont ces multidisciplinaires ? Il y a l'ostéopathe, la kiné, la sophro, la psychologue. Donc, par exemple, dans les parcours de soins qu'on propose, en fertilité, en endométriose, vu que c'est le sujet du jour, et la patiente, elle verra évidemment son gynécologue, mais également l'ostéo, la psychologue pour toute la prise en charge globale de cette pathologie. Et cette prise en charge globale, on est en train de la décliner dans d'autres spécialités au sein du groupe One Clinic aujourd'hui. Très bien. Alors avant d'entrer dans le détail, peut-être un petit rappel anatomique pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est. C'est quoi l'endométriose et c'est quoi même l'endomètre justement ? Alors on va commencer par l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Donc chez la femme, cet endomètre, chaque mois, est éliminé au moment des règles. Et l'endométriose, c'est la présence d'endomètre en position ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. Donc c'est de l'endomètre qui va aller en dehors de la cavité utérine et qui va migrer à l'intérieur du ventre, au niveau de la vessie, du tube digestif, ou donner des adhérences ou des kystes au niveau des ovaires. Et combien de femmes sont atteintes en France, en tout cas celles qui sont diagnostiquées à ce jour ? 2,5 millions. 2,5 millions, c'est énorme. Ça fait une femme sur combien là qui souffre ? 10 à 15% des femmes en âge de procréer. Et encore, on sait que c'est sous-diagnostiqué aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas même une endométriose, mais des endométrioses. C'est encore plus complexe que ce qu'on peut imaginer alors. En gros, il y a autant d'endométriose que de patientes. Et donc des prises en charge qui ne peuvent pas être les mêmes, on est d'accord. Exactement. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de corrélation anatomo-clinique. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont être extrêmement douloureuses. Et pour la même lésion, une autre patiente va être totalement asymptomatique. C'est pour ça qu'il y a cette errance diagnostic, et le diagnostic est aussi difficile. Alors on sait qu'il y a des facteurs de risque pour cette maladie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie familiale déjà, que ça se transmet de mère en fille ? Alors non, c'est une maladie multifactorielle. Effectivement, il y a des facteurs génétiques. Moi, j'ai des patientes que je suis, mère-fille ou des cousines germaines. Aujourd'hui, il n'y a pas de gène identifié dans l'endométriose, mais effectivement, il y a une hérédité familiale. Il y a d'autres facteurs liés aux règles. Par exemple, une patiente qui va avoir des premières règles assez tôt, 9-10 ans, avec des règles abondantes, ça c'est un facteur de risque. Ou des facteurs notamment liés à l'environnement, notamment les perturbateurs endocriniens. Ah oui, ça favorise les endométrioses. On sait qu'il y a plus d'endométriose, peut-être, je ne sais pas, dans nos pays occidentaux par rapport à d'autres pays, ou est-ce qu'il y a l'endométriose partout dans le monde ? Non, il y a partout dans le monde. On a la chance dans les pays occidentaux de pouvoir la diagnostiquer par des examens d'imagerie, justement. Et alors, quels sont les signes ou les symptômes qui doivent faire penser à l'endométriose ? J'imagine que ça peut commencer très jeune, donc qu'est-ce qui doit nous alerter ? Alors aujourd'hui, ce qui doit nous alerter, c'est qu'il ne doit pas y avoir une banalisation de la douleur. On ne peut pas dire aujourd'hui à une ado au collège qui sèche les cours 2 jours par mois, voilà, c'est normal. T'as tes règles, tu morfles. Ça, c'est pas logique. Aujourd'hui, il faut démystifier justement les règles. Et il faut aujourd'hui parler de ces règles, c'est toujours tabou. Donc ce qui doit alerter, c'est une patiente ou une ado qui présente des règles extrêmement douloureuses au point de sécher les cours. Parce qu'avoir un petit peu mal, ça peut être normal d'être un peu dérangé au niveau du ventre. Un absentisme scolaire, un absentisme au travail, ça doit alerter. Et après, il y a d'autres symptômes, notamment les dyspareunies, des douleurs pendant les rapports en profondeur, ou des symptômes digestifs pendant les règles, diarrhée, constipation, des symptômes urinaires, par exemple des infections urinaires ou des difficultés à uriner pendant la période de règles, ça doit alerter. Mais le problème, c'est que même les médecins, à une époque, nous disaient t'as mal, c'est normal. Moi, je m'en rappelle bien. Les médecins sont en train de changer, d'évoluer là-dessus aussi. Exactement. Il y a un problème de formation. Moi, je ne suis pas si vieux que ça. Si je puis me permettre, c'était souvent des médecins hommes qui disaient ça. Ils nous disaient c'est normal, t'es jeune, t'as mal. Bah oui, t'as mal quand t'as tes règles, comme tout le monde. En tout cas, c'est en train d'évoluer parce que la formation évolue aussi. Moi, j'étais
Pendant mes études de médecine, j'ai jamais entendu parler de cette pathologie. C'est pas si loin que ça, pourtant, vos études de Exactement. médecine. Ouais. C'est pas si loin que ça. Après, j'ai eu la chance de passer interne dans des services spécialisés où je me suis formé. J'ai connu cette pathologie. Et aujourd'hui, voilà, on a la chance de pouvoir former la nouvelle génération. Les nouvelles générations, ouais. Alors, docteur Even, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous. On va continuer à parler d'endométriose et on va passer notamment au traitement de cette maladie. Vous l'entendrez, on ne traite pas toutes les femmes atteintes de la même façon. On ne prend pas en charge cette pathologie à l'identique à 18 ans ou à 35 ans, par exemple. On va vous détailler tout ça. Alors, restez avec nous sur Europe 11h, 12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on vous dit tout sur l'endométriose aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, nous avons fait appel ce matin au docteur Marc Even. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch à Suresnes et cofondateur des centres Point Gyn. On va passer à présent à la consultation et justement pour diagnostiquer une femme atteinte d'endométriose de façon certaine, quels sont les examens que vous allez faire? Donc après un interrogatoire quasi policier, on va lui prescrire des examens d'imagerie. Donc l'examen de première intention, c'est l'échographie pelvienne qui va permettre de rechercher par exemple des kystes au niveau des ovaires. Et après, le second examen qu'on peut prescrire, c'est l'IRM pelvienne qui va permettre de faire une cartographie précise des lésions d'endométriose. Alors on l'a dit, vous êtes donc le cofondateur de Point Gyn, des centres dédiés à la santé des femmes. On a justement une auditrice sur Instagram qui nous demande, Anne-Laure, où trouver ces maisons spécialisées en endométriose? Merci. Donc où est-ce qu'on trouve les Points Gyn en tout cas? Alors les Points Gyn actuellement c'est en Ile-de-France, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine et sur Paris. On est en train de se développer là sur le plan national, notamment à Bordeaux, Marseille et Strasbourg. Très bien. Alors aujourd'hui, on est d'accord, on dépiste encore beaucoup trop tard cette maladie. On l'a dit tout à l'heure, toutes les femmes atteintes ne sont pas forcément diagnostiquées ou trop tardivement. Il y en a beaucoup qui disent, moi j'entends des fois des copines qui disent, on vient de me diagnostiquer, là aujourd'hui j'ai 34 ans et j'ai découvert que j'ai de l'endométriose. Comment c'est possible de passer à côté pendant tant d'années? Alors effectivement, le délai moyen en France, il est de 7 ans. Waouh. Alors on passe à côté parce qu'il y a un manque de formation et après, souvent les patientes sont mises sous pilule très tôt. Oui. Donc à partir du moment où elles sont mises sous pilule, en fait les douleurs symptômes s'arrêtent. Sont sous silence et au moment du désir de grossesse, la patiente va arrêter la pilule et il va y avoir une recrudescence des symptômes douloureux et ça arrive fréquemment qu'on fasse le diagnostic à 30-35 ans. Oh là là. Alors, c'est quoi véritablement les conséquences pour la vie de la femme qui apprend qu'elle est atteinte d'endométriose? Vous parliez tout à l'heure d'absentéisme au travail. Pourquoi? Parce que les douleurs sont insupportables? Et effectivement, il y a un retentissement sur la vie professionnelle avec un absentéisme au travail du fait des douleurs chroniques très invalidantes. Donc, il y a vraiment un impact énorme sur la qualité de vie. Et sur la vie sexuelle aussi? Exactement. Ouais. Retentissement sur la vie de couple et retentissement sur la vie sur la sexualité de la patiente, puisqu'il peut y avoir une atteinte en arrière de l'utérus. On ne va pas rentrer dans l'anatomie, mais il y a des ligaments en arrière de l'utérus et quand il y a une atteinte de ces ligaments, ça peut entraîner des douleurs en profondeur pendant les rapports et donc tout à fait altérer la sexualité. Et pour les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, c'est le parcours du combattant d'avoir l'endométriose? Alors, c'est le parcours du combattant, mais il ne faut pas être non plus alarmiste. L'infertilité dans l'endométriose, c'est à peu près une femme sur 3. Ça veut dire qu'il y a 2 femmes sur 3 qui conçoivent. On a Lucie, le 3921, qui nous a laissé un message. Elle a dit, est-ce que c'est systématique d'avoir des problèmes d'infertilité? Elle dit que sa fille vient d'être diagnostiquée à 17 ans et qu'elle est très inquiète pour elle pour la suite. Non. Il faut rassurer votre auditrice. Ça concerne une femme sur 3 et l'infertilité, en fait, dans l'endométriose, c'est dû à l'atteinte au niveau des ovaires, ensuite aux adhérences. Il peut y avoir des adhérences, par exemple, entre les trompes et les ovaires, qui peuvent perturber l'interaction entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Et il y a un climat inflammatoire dans le ventre, justement, qui empêche une grossesse spontanée. Alors, on va voir comment traiter et soigner ces femmes. Je crois évidemment que ça dépend de l'âge de la patiente. À l'adolescence, par exemple, comment vous les traitez, vous, les jeunes femmes qui en souffrent? Alors, une ado qui vient en consultation, la patiente, en général, le symptôme principal, c'est la douleur. Donc, on va commencer par un traitement antalgique, donc un traitement antidouleur. Et comme c'est une maladie inflammatoire, on va donner des anti-inflammatoires en première intention. Pas de paracétamol, alors c'est plutôt anti-inflammatoire. Alors, paracétamol associé à des anti-inflammatoires en première intention. D'accord. Et c'est efficace en général? Ça suffit à les calmer ou pas? Alors, ça va les calmer. Donc, c'est un traitement symptomatique qui va soulager les règles. Et après, si la patiente n'est pas soulagée par les anti-inflammatoires, là, on aura recours
un traitement hormonal, on aura recours à la pilule. Oui, ça, à la limite, c'est peut-être si elles en ont en plus le besoin, entre guillemets, pour leur vie sexuelle, ça peut aider. Et là, une fois qu'elles prennent la pilule, c'est systématique, ça les soulage toutes. Alors, le fait de prendre la pilule en continu, donc ça bloque les règles, et ça, c'est efficace sur les dysménorrhées, c'est-à-dire les règles douloureuses et les dyspareunies, les douleurs pendant les rapports. Et c'est pas grave de prendre en continu pour une jeune fille une pilule comme ça ? Non, il n'y a pas d'altération, notamment sur la réserve ovarienne, il n'y a pas d'impact sur la fertilité, mais en tout cas, il y a une amélioration très nette de la qualité de vie de ces patientes. Après, évidemment, il faut trouver la bonne pilule, la pilule adaptée, parce qu'il y a certains effets secondaires qu'on constate. Là, on a parlé des toutes jeunes filles. Admettons, on est un peu plus âgé, on a, 25 ans, on a pris la pilule pendant des années, ou pas, on n'a pas pris la pilule, justement, la maladie a continué à évoluer. Est-ce que parfois, il ne faut pas quand même en venir à opérer ? Quelles femmes sont les femmes qui sont indiquées pour l'opération ? Pour aller retirer justement toutes ces lésions. La prise en charge, elle doit être multidisciplinaire. Donc le traitement de première intention, on en a parlé, c'est le traitement médicamenteux. Ensuite, on a toute la prise en charge autour de l'endométriose, donc, notamment l'approche holistique. Et la chirurgie, elle est indiquée chez des patientes qui restent extrêmement douloureuses, malgré la pilule en continu et cette prise en charge paramédicale adaptée. Et là, vous ouvrez pour aller enlever, vous ouvrez ou passez par célioscopie, j'imagine. Par célioscopie ou par voie robotique, on va retirer les lésions d'endométriose. Donc les lésions d'endométriose, ça va se présenter sous forme de petits nodules, de petites boules qui vont envahir le tube digestif ou la vessie. Ça risque pas d'endommager ce qu'il y a derrière, les vrais organes, quoi, en dessous. Alors il y a un risque d'altération. Quand il y a une atteinte digestive, il peut y avoir une dérivation, une stomie. Quand il y a une atteinte vésicale, on peut enlever un bout de vessie. Oui, donc vous ne décidez pas d'opérer comme ça. Non. Alors le traitement chirurgical, ça se décide pas. La dernière intention, quoi. En urgence, ça va se décider justement autour de staff pluridisciplinaire. Et la décision doit être collégiale. Donc c'est vraiment une patiente qui reste très douloureuse malgré le traitement adapté. Et vous enlevez l'utérus parfois ? Non, alors le traitement de l'endométriose, c'est pas l'hystérectomie. D'accord, c'est pas ça. On enlève l'utérus quand il y a une adénomiose associée. Et l'adénomiose, c'est quand il y a de l'endométriose interne. C'est-à-dire c'est de l'endomètre qui ne va pas en dehors, mais dans le muscle utérin. On fera une autre émission peut-être sur celle-là. Quand elles arrivent à avoir un bébé, on l'a dit, il y en a qui arrivent évidemment, c'est pas systématique l'infertilité avec l'endométriose. C'est souvent une période de répit pour ces femmes, la grossesse, c'est ça ? Exactement, on parle de période lune de miel, puisque les patientes n'ont plus de règles. Elles voulaient un bébé, en plus elles vont mieux du côté de leur maladie, c'est génial. Grossesse, et la ménopause aussi, elles aiment bien en général. Exactement. C'est génial. Pourquoi et c'est la solution, ça s'arrête ? Alors, ça s'arrête à la ménopause. Après, il y a des cas décrits d'endométriose post-ménopausique, mais c'est très rare, 1 à 3%. Donc ça veut dire que même si on va loin dans la réflexion, pour celles qui veulent pas se faire opérer parce qu'elles ont peur, il faut attendre a priori de vieillir et ça passe. Après la ménopause, quand même 98% des patientes vont mieux. Alors, en dehors de tous les traitements dont on vient de parler, il y a aussi évidemment certaines approches en médecine alternative qui sont proposées. Je crois que vous conseillez notamment le yoga. Exactement. Donc le yoga, ça va permettre, dans l'endométriose, il va y avoir des douleurs chroniques, il va y avoir une congestion au niveau du ventre et ça va libérer justement les adhérences et ces tensions au niveau du ventre. Alors dans vos centres Point Gyn, vous mettez aussi à disposition des patientes atteintes d'endométriose, des diététiciennes. Pourquoi ça ? Est-ce qu'il y a des aliments à favoriser ou à éviter quand on a une endométriose ? Effectivement. Aujourd'hui, le traitement moderne, il doit être personnalisé et adapté aux patientes et la prise en charge par un diététicien est fondamental puisque le régime anti-inflammatoire va soulager les symptômes digestifs de ces patientes. Donc fini le barbecue, quoi. Ouais, effectivement, on va éviter viande rouge, gluten, protéines au lait de vache, favoriser les aliments riches en oméga 3, les fruits et légumes le curcuma. bio. Le curcuma, ça marche bien, vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai lu un truc très intéressant, c'est un livre justement quoi manger quand on a de l'endométriose. Exactement, l'alimentation inflammatoire. Exactement, vous voyez, je suis bien renseignée. Dernière question, le président de la République a annoncé il y a une semaine une grande stratégie de lutte contre cette maladie. Vous en attendez quoi, vous, concrètement, pour les femmes atteintes aujourd'hui ? C'est vraiment important, vous pensez ? C'est un énorme pas en avant, ce plan national de lutte contre l'endométriose, puisqu'il y a 3 axes. Il y a l'axe formation des médecins, l'axe recherche et innovation, parce qu'aujourd'hui, l'histoire naturelle de l'endométriose, elle est peu connue. Donc, on ne comprend pas tout encore. Exactement. Et le 3e axe, c'est les parcours de soins et notamment les filières de soins avec des centres experts pour adresser les patientes dans des centres et dans des hôpitaux adaptés. Qu'elles n'attendent plus 7 ans pour être diagnostiquées. C'est une bonne chose. Une bonne avancée, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup, docteur. C'était très clair et merci vraiment d'avoir répondu à nos questions sur cette pathologie féminine bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. 10% des femmes atteintes, ça vaut vraiment le coup d'en parler. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, on va lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique du docteur Aurène Marco. Aujourd'hui, il va nous conseiller les meilleures techniques, nous donner ses meilleurs conseils pour lutter contre une chose un peu disgracieuse, les pores dilatés sur le visage. Ensuite, on écoutera les conseils mode de Sophie Braffman. Elle nous dit tout ce matin. Elle nous dit ce matin que le summum du branché, c'est d'arborer un smiley sur son pull ou son t-shirt. Vous savez, c'est le petit bonhomme jaune qui sourit. Et enfin, il y aura la chronique sportive du coach Jean-Marc Delorme. Ce midi, il va laisser nos muscles au repos. Enfin, il nous propose une petite sélection de cadeaux et des cadeaux sportifs quand même, mais surtout parfaits pour la Saint-Valentin. Alors à tout de suite sur Europe 1.